C'est Rapology du lundi au vendredi, 20h-23h avec Uni sur BX1. On est de retour dans votre émission préférée sur les ondes de BX1, Rapology, du lundi au vendredi, 20h-23h, toujours en compagnie de ma Dream Team. Je salue Mr BMP, Seb, Sandy, je salue aussi Frank Williams. Et Mr BMP est là, Il veut rien dire. Il veut rien dire, ouais, j'ai vu. Tout va bien. Non, mais j'ai vu que tu prenais le micro, je crois que tu voulais Je crois que tu allais intervenir. faire ton intro habituel, mais finalement tu ne l'as pas faite. Mais tout va bien, tout est ok. Tout Tu veux que va... je le dise? Non, je veux c'est pas. l'homme le plus riche de Belgique. C'est pas vrai. Et bien, justement, je tiens à le dire, je ne suis pas l'homme le plus riche de Belgique, je suis loin d'être l'homme. Mais j'aspire à devenir un jour un homme riche. Mais là, en tout cas, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Bon, écoute. C'est pas les mêmes informations que j'ai eues, mais apparemment, ce n'est pas l'homme le plus riche de Belgique, selon ses dires. Mais il ne faut jamais croire un homme qui dit ça. Je dirais rien. Je rappelle que nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux Facebook, Insta, TikTok, X. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager. On est aussi présents sur Twitch. Bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis Twitch. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos réactions, à interagir avec nous si vous avez des questions pour notre invité du soir. Ça se passe là-bas. Et puis il y a aussi notre numéro WhatsApp 0460 26 20 20. Vous pouvez interagir aussi via ce numéro tout au long de l'émission avec nous. On prend vos messages, vos commentaires, vos réactions. Et il est temps d'accueillir notre invité du soir. Il est un des pionniers du hip-hop, le premier rappeur francophone à avoir été présent en télé, en radio. Aujourd'hui encore, on parle de lui. Une véritable légende est avec nous. Vous l'avez peut-être connu sur ce hit. Mais vous êtes fou, sorti en 89. Il est aussi le premier rappeur à faire un Olympia en 1992. Incroyable, on a beaucoup de choses à se dire. Il est avec nous, faites du bruit pour Benny B. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Comment vas-tu? Yo. Je vais bien, merci à vous pour l'accueil, c'est gentil. On est vraiment content de t'avoir. Merci, plaisir partagé. Tu nous fais un honneur en étant là ce soir. Merci. Parce qu'on est dans une émission hip-hop, on veut mettre les artistes belges en avant. Et qui de mieux pour valider une telle émission que Benny B en personne? Si c'est au sujet du hip-hop, alors voilà, je suis là. Je confirme. Tu confirmes. Tu es là. Alors, on va prendre le temps ce soir de peut-être rappeler à tous ces jeunes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas toujours, tu sais, les trucs à l'ancienne, de leur remettre un petit peu les bases. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va être en mode encyclopédie et que toi, on va s'asseoir, on va apprendre. Exactement. Là, bon, malheureusement, on n'a pas un an devant nous parce qu'il y a tellement de choses à raconter. Mais je vais essayer de faire court, bref et rapide. Ça va être super intéressant. Avant ça, moi, ce que je propose, c'est qu'on mette, tu sais, ce hit qui t'a mis sur la carte, qui a fait, en tout cas, celui qui a lancé ta carrière, Exactement. qui fait que jusqu'aujourd'hui, on parle de toi. Tu fais encore des tournées actuelles grâce à ce morceau. C'est Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous, ouais. Ce premier texte que j'ai écrit dans les années, je pense, 86-87. Ce premier texte qui, jamais j'aurais cru m'aurait envoyé 35 ans encore en arrière. C'est une dinguerie quand même. Mais toi, quand tu l'écris, ce texte, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses? Je ne dis rien. Je viens d'une époque où il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de télé-réalité, on n'est pas indépendant, il n'y a pas de PC, il n'y a pas de portable, il n'y a pas d'Internet. Quand je l'écris, j'ai écrit ce que je vis, j'écris ce que je vois. Et je l'écris juste pour le dire au monde, mais sans savoir, ou sans espérer, ou sans avoir la prétention que ça sorte un jour. Et puis ça sort. Et puis crescendo, j'apprends sur le tas, parce que moi, à la base, quand je vais le travailler au studio, ça s'arrête, voilà, je vais faire un vinyle qui va être chez le disquaire. Je ne sais pas ce qui se passe après. J'ai pas cette connaissance. Et je le découvre sur le tas, au fur et à mesure, et à chaque fois, c'est une claque. Mais tu vas nous raconter tout ça. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mater ce clip. Tu vas nous raconter aussi l'histoire du clip. Ouais. Intéressant quand même aussi. Mais pour l'heure, les amis, montez le son chez vous. C'est pour la culture. Mais vous êtes fous. Signé Benny B. C'est parti. Tu veux encore plus de Rapology? Retrouve-nous aussi sur Spotify et Deezer avec Queenie. Mais vous êtes fous. Quel morceau incroyable. Et Daddy K, il se défonce aux platines, il fait des pirouettes. Il se défonçait. Ouais, parce que là, il ne peut plus. Non, au platine, oui, au sol, il se défonçait. Mais au platine, il continue à se défoncer. Et c'est vrai que Daddy K, c'est incroyable. Faut savoir que ce clip a été tourné dans un hangar à Schaerbeek, à Bruxelles, donc.
Et ça a pris toute la journée. On est resté des heures dans ce hangar. C'est la première fois qu'on tournait un clip. On était intenables, on était fous, on était moi jeune. On a dû refaire plusieurs fois les scènes, redanser, recommencer, dédiquer, breaker, les scratchs, les platines. Mais on s'éclatait quoi. Et c'est vrai que c'était vraiment c'était nous à l'état brut. C'est vraiment c'est du pur c'est vous en fait. Et vos seules inspirations, elles étaient américaines parce qu'à l'époque il n'y a pas de rappeur français à ce moment-là. Il n'y a pas de rappeur français exactement. On n'a pas d'identité sur laquelle s'accrocher pour copier ou pour. C'était les Américains. Et alors, celui vraiment qui nous a le plus inspiré, c'était, entre autres, il y en a beaucoup. Moi, pour écrire, par exemple, ça a été Eric B. Rakim, ça a été Rob Bass, ça a été LL Cool J, ça a été Run DMC. Mais dans l'image complète de la danse, des groupes et tout ça, c'était tout ce qui était Bell Biv DiVo, Boyz II Men, Rexin Effect, Blackstreet, tout ça, tous ces groupes-là nous ont un peu dirigés vers le futur de la création du groupe. Puisqu'à la base, Dédiqué était d'abord un DJ, moi j'étais un rappeur et Perfect danseur. Même si on était danseurs à la base tous, on avait un peu, c'est comme dans les vieux films, tu sais, ces films noirs et blancs où tu as Fred Astaire et Frank Sinatra qui sont des acteurs qui font tout, qui dansent, qui chantent. Et c'était une époque où il fallait un peu savoir tout faire. Et nous, on vient de là. Et donc du coup, on est aussi dans un pays qui est entre la Hollande et l'Angleterre, donc on a cette connotation un peu anglophone, on a cette fibre anglophone où le hip-hop arrive, mais surtout la hip-house, cette époque-là, avec les technotroniques et tout ça qui viennent d'Hollande. Et donc on a un peu ce côté très très dance, très hip-house, et c'est ce qui a fait évoluer nos mentalités un peu plus tard, quoi. J'ai vu dans le clip, il y a une chorégraphie, et il n'y a pas si longtemps, on s'est vu à un événement, et avec Dédiqué, vous n'avez rien perdu de cette chorégraphie, c'est incroyable. C'est ce qu'on appelle ça notre botte secrète, et c'est vrai que pour les vrais fans, les puristes, ils s'attendent pas en fait quand ils nous voient, ils se disent ouais ils vont chanter, et puis quand ils nous voient faire le pas, ils sont sur le cul parce qu'on continue à faire, c'est mécanique en fait, je sais pas comment. Mais voilà, mais ça m'amuse, moi j'adore le faire, et puis je fais encore d'autres pas de danse, mais voilà, mais ce pas là, c'est vrai que c'est notre botte secrète, et c'est vraiment notre identité, quoi. C'est ça qui a fait aussi la différence aussi que vous avez pu mettre. Vous êtes arrivé à quelque chose de nouveau, quelque chose que les gens n'avaient pas l'habitude de voir à l'époque aussi. Exactement. On est arrivé en fait sur les plateaux télé, et ça aussi, ça a été une anecdote assez incroyable parce que quand on a su que le titre était signé en France, on nous avait demandé de se préparer pour une télé, qui était la fameuse télé de Jacques Martin. Et je me souviens qu'avant d'être validé par Jacques Martin, il fallait faire une vidéo. Donc on s'entraînait pour la première fois dans une salle de danse, parce que, pourquoi ? Il faut savoir que les chorégraphies que vous voyez dans Vous êtes fous, dans Qu'est-ce qu'on fait maintenant, ce sont des chorégraphies qui ont été faites pour une grande partie dans les métros bruxellois. Bah oui, on n'avait pas de salle de danse, voilà. Ça, ouais. On n'avait pas les moyens de se payer des salles de danse. Et donc là, le producteur dit il faut faire une chorégraphie, il faut préparer le son, et on va vous filmer, on va envoyer ça en France pour valider à la télé. Et donc on rentre dans cette salle de danse, on s'entraîne. Et le producteur vient au milieu de la chorégraphie, au milieu de la journée, il vient avec une caisse, et dans cette caisse on voit des skateboards et des casques de skateurs. Je dis ok, je dis c'est quoi ? Il dit ouais, vous allez mettre ça, truc. Et je l'ai regardé, je dis mon frère, je dis c'est moi, je dis là, je dis si tu veux vraiment qu'on porte ça, tu mets qui tu veux, mais pas moi. Donc ça a été vraiment... T'as déjà osé t'imposer directement. Ah oui, mais c'était clair depuis le début. C'était... la seule concession qu'on a faite, c'est la concession musicale. Puisque moi, quand j'ai fait le casting, c'était avec des vinyles instrumentaux, comme les instrumentaux de Public Enemy, Run DMC. J'étais arrivé au casting comme ça. Et c'est là qu'ils m'ont dit non, écoute, on va devoir faire une musique qui va passer à la radio. Il va falloir que ce soit commercial. Donc c'est tout ça, j'ai commencé à l'apprendre le jour du casting. Et donc c'était les seules concessions qu'on a laissées. Tout le reste, on a dit on ne touche pas. Donc c'était tout ce qu'on a amené à la télé. Quand on regarde la première télé de Jacques Martin, on a carrément ramené tous les symboles du hip-hop. Donc on a ramené la danse, le hype, le break, le DJing, les chorégraphies qui ressemblaient aux chorégraphies justement de Bell Biv DiVo, de Poison, de Boyz II Men, le breakdance, les platines, le DJing, la coupe, voilà, on avait tout. On avait même, je me souviens, on avait les fameux... on appelait ça les symboles africains, les fameux colliers africains avec l'Afrique, qui étaient les symboles de la Zulu Nation. Voilà. Alors ce qui est marrant, c'est que pour nous, ça semblait tout à fait normal, mais pour les Français, c'était bizarre. Parce que quand on est arrivé en France, à cette époque-là, en 1990, quand on a fait la télé, ils étaient encore un peu au stade...
de Run DMC et de Public Enemy avec des jeans noirs, les Bombers Noirs Raiders, les Et là, c'était Kangol. plus coloré, c'était Voilà. plus Et fun. nous, on était déjà dans Boyz II Men, Rexin Effect, les salopettes en couleur et tout ça. Ouais. Et c'était nouveau, mais parce que justement, en France, ça arrivait après nous, en fait. On avait une belle avance sur les Français à l'époque. À l'époque, Et voilà. dommage, on l'a plus maintenant. Mais en tout cas, c'est vraiment la fierté qu'on a, c'est que ce jour-là, on est arrivé avec tous les symboles du hip-hop, du vrai hip-hop, parce que ça aussi, c'est un truc sur lequel on devra discuter plus tard, mais c'est ce qu'on appelait le hip-hop à l'époque, et c'est ce que les jeunes ont découvert, et plus qu'un titre. Ils ont découvert plus qu'un titre ce jour-là. Ils ont découvert un phénomène, ils ont découvert une culture. Et pour la plupart qui pratiquaient déjà, se sont reconnus. C'était la première fois qu'ils voyaient ça à la télé. Donc c'est pour ça que ça a été une gifle en fait. Comment vous avez été accueillis par ces médias grand public? Parce que c'est vrai que ça dénote de la musique française classique qui était ce qui fonctionnait et ce qui avait l'habitude d'être diffusé. Comment est-ce que vous avez ressenti cet accueil? Est-ce qu'on vous accueillait un peu comme des bêtes de foire ou comme des artistes à part entière? Non, on a été vraiment accueillis comme des. En fait, il y avait carrément une Benny B mania. Hein. Il y avait une hystérie de Benny B parce que elle a été découverte sur cette première télé. Donc Jacques Martin, quand il nous a reçus, toute son équipe après nous a dit que c'était la première fois qu'ils voyaient une hystérie sur le plateau. À la même époque, il y avait aussi les East 17. On était les deux groupes à avoir créé l'hystérie sur les plateaux télé. Et du coup, toutes les télévisions voulaient avoir ce groupe qui avait créé l'hystérie et qui avait en même temps mis Jacques Martin par terre pour ceux qui ont vu l'émission. Tout le monde voulait avoir les Benny B parce que voilà, c'était à la base, je suppose que ça a dû être un pari. Puis tout le monde a voulu nous avoir et longtemps on nous a fait supposer que c'était un phénomène de mode et que ça passerait. Et nous, on a défendu ça en disant que non, on a ouvert une brèche, c'est pas un phénomène de mode, c'est une culture. Et on le disait déjà à l'époque, je le disais il y a déjà 35 ans, que la brèche était ouverte et que la suite allait arriver. Et plein de gens se sont trompés en pensant qu'on était juste un phénomène de mode, un peu comme la tectonique quand elle est arrivée plus tard et que ça allait disparaître. Et finalement, quand je regarde le résultat, c'est incroyable, quoi. Oui, quand on voit le rap, la musique, le hip-hop. Après, j'ai une question pour toi. On dit souvent, enfin beaucoup de gens disent qu'aujourd'hui le hip-hop est mort, que le rap enfin que entre guillemets, je parle pas du rap, etc., mais que on peut plus vraiment parler de culture hip-hop tellement ça a pris des couleurs différentes aujourd'hui. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors, il y a du vrai et du faux. En fait, ce qu'il y a, c'est que le hip-hop n'est pas mort. La preuve, c'est que je suis toujours là et je suis pas le seul. Hein. On est plusieurs à être encore là. Le seul problème, c'est les gens confondent en fait. Aujourd'hui, le rap existe comme il existait avant, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a que le rap qui est mis en avant. Alors le hip-hop, il n'existe plus, je ne vais pas le dire, je vais dire qu'il n'est plus mis en avant, il n'est plus cultivé, il n'est plus exploité par les artistes d'aujourd'hui qui sont juste des rappeurs, ce sont juste des MC. Le hip-hop, c'est quoi? C'est la réunion de plusieurs disciplines, 5 notamment qui sont très connues, le break, le DJing, le graph, le beatbox, et le breakdance, si je l'ai pas dit. Oui. Et du coup, de ces 5 disciplines, il y a une discipline qui a quitté un peu la famille pour se mettre un peu plus en avant, et ça a été les MC. Donc moi, en l'occurrence, quand j'ai commencé, et tous les autres rappeurs dans les années 1990 avec des groupes comme NTM et tout ça qui ont commencé à abandonner les danseurs, enfin quoique même à l'époque d'NTM il y avait encore des danseurs, même à l'époque d'IAM, c'est plutôt vers la fin des années 90 où les MC se sont vraiment isolés, il n'y avait plus de danseurs derrière et donc là le rap est vraiment né, le rap il est né, je parle du rap de la nouvelle génération, il est né. Il s'est séparé en fait de la culture hip-hop et aujourd'hui on a deux choses et c'est pour ça que je vois souvent dans des discussions, dans des blogs ou dans des trucs, on confond toujours, on parle encore de hip-hop aujourd'hui. La nouvelle génération ne pratique pas le hip-hop. Elle fait du rap, c'est la nouvelle génération de rap, c'est le rap de cette génération-ci. Elle n'est pas meilleure et elle n'est pas plus mauvaise. Elle est juste différente. C'est différent, oui, bien entendu. Voilà, elle appartient à la génération d'aujourd'hui. Moi, je continue à exercer le hip-hop. Et grâce à des acteurs comme moi et des activistes comme moi et comme plein encore d'autres comme IAM, comme enfin tous ceux qui pratiquent encore aujourd'hui, voilà, le hip-hop il est là et le hip-hop c'est quoi? C'est pas seulement de venir et de rapper, le hip-hop c'est d'avoir un style vestimentaire, c'est d'avoir de la danse ou alors d'avoir des danseurs derrière, c'est de mettre aussi en avant le graphe, de rendre hommage au DJing, tout ça c'est être hip-hop en fait. Donc
Je respecte tous les artistes d'aujourd'hui, en tout cas les rappeurs, mais j'aurais du mal à dire que ils sont hip-hop alors que il y a rien qui est représenté derrière. On est hip-hop que si on représente les autres disciplines avec. Quoi. Les 5 piliers du hip-hop doivent être présents. Si pas les 5, en tout cas quelques-unes d'entre elles, parce que c'est ça le hip-hop en fait. Et les gens confondent entre lui il est hip-hop et non il est pas hip-hop, il est rappeur. Mais il n'est que rappeur. C'est comme si aujourd'hui, un danseur de break ou un DJ allait se présenter et on allait plus dire que c'est un DJ, on va dire c'est un DJ hip-hop. Je veux dire, il n'est pas DJ hip-hop si, de un, il joue pas de la musique hip-hop, s'il n'a pas un MC avec lui ou s'il n'y a pas quelque chose qui représente. Je veux dire, le hip-hop, c'est tellement vaste et c'est tellement aussi précis dans le sens où on peut pas se tromper. Le hip-hop, c'est un symbole, c'est une culture. Et dans une culture ne peut pas être faite par un seul individu. Bien entendu. Elle est faite par justement plusieurs individus, plusieurs disciplines. Alors justement, moi j'aimerais bien revenir aussi sur cette époque que toi tu as connue. À l'époque on disait, j'ai regardé plein de conférences, j'ai assisté à plein de workshops et tout avec des gens qui ont connu la même époque que toi, qui dit à l'époque nous on le faisait pas pour l'argent. Dans ton morceau, mais vous êtes fou, à un moment tu dis aussi je vais tout faire pour que ça fonctionne. Ouais. À cette époque-là, quand tu dis je vais tout faire pour que ça fonctionne, le fonctionne pour toi c'est quoi? C'était quoi l'objectif? Alors, justement, c'est bien, et justement je faisais le clin d'œil tout à l'heure, ça pouvait pas être pour l'argent puisque justement je viens d'une époque où la télé-réalité ne marchait pas et on gagnait pas de l'argent si facilement. Donc je veux dire, ce qu'on avait nous quand on avait mon âge en 1985, 86, 87, puisque j'ai écrit ce texte-là en 86, 87, la seule façon de gagner de l'argent, c'était de quitter l'école et d'aller travailler. Et moi, je travaillais à l'usine. À 18 ans, j'ai travaillé à l'usine pendant 3-4 ans dans une chocolaterie. J'étais ouvrier et je faisais les shifts. Donc je savais que pour gagner de l'argent, à l'époque, ce qu'on avait, la matrice dans notre tête, c'était tu quittes l'école, tu travailles. Ça, c'était la manière de gagner de l'argent. Donc, quand je parlais de « je ferais n'importe quoi », c'était pour sortir de là d'où j'étais. Il faut savoir que quand je dis que je sors de là où j'étais, c'est pas non plus l'enfer. C'est juste qu'on est des gamins, on quitte l'école, on rentre, on jette notre cartable. Pour ceux qui font les devoirs le font, ceux qui ne le font pas, ils sortent avant de faire les devoirs. Et puis on se retrouve dans un coin de rue et on tient le mur. La façon de tenir le mur, c'est de mettre son pied contre le mur et de s'appuyer et de rester là pendant des heures. Des heures à faire quoi? À discuter de tout, de rien, à s'insulter, parce que les clashs, ça n'existe pas maintenant. Ça commençait là-bas. Ça commençait quand on était jeunes, quand on était gamin, et ça commençait par les mères, nos pauvres mères. Et puis voilà, et puis après ça faisait la tournante et on se clashait entre nous. Et c'était ça le truc. Mais on pouvait le faire jusqu'à 2-3 heures du matin. Et moi, j'ai eu un déclic à un moment donné, ça commençait à me lasser. Et je me dis, je peux pas vivre comme ça, continuer à être comme ça, surtout que je viens d'une grande famille qui avait beaucoup de difficultés dans ma famille. C'est pour ça que j'avais décidé d'abord de quitter l'école, mais aussi en même temps de quitter la rue. Parce que la rue, c'était pas non seulement mes potes que je voyais dans le coin de rue, parce que moi je viens du quartier maritime, à Molenbeek. C'était déjà la rue comme on en parle aujourd'hui. Non, c'était différent. Du deal, du tri. Non, c'était différent. Pas ça, hein. C'était vraiment différent. C'était différent. Parce que déjà dans ce quartier-là, on n'en voyait pas beaucoup, et c'était la délinquance. Et encore, quand je dis délinquance, c'est parce que voilà, pour les personnes âgées, à partir du moment où on traînait jusqu'à 2-3 heures du matin à faire du bruit et à gueuler et qu'eux devaient sortir par la fenêtre pour nous demander de nous taire, voilà, c'était déjà de la délinquance. Oui. Et aujourd'hui, c'est de la rigolade. Mais à cette époque-là, on était bien, on était entre nous. Il y avait beaucoup de respect, il y avait beaucoup de solidarité. Il faut savoir qu'il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas d'internet, donc on avait des choses à se dire. On se regardait dans les yeux et on se parlait tout le temps. On n'arrêtait pas de se parler, il n'y avait pas de blanc en fait. C'est vrai que les soirées aujourd'hui entre potes, tu les vois, je regarde par la vitre, regarde avec moi. Regarde tes poteaux par la vitre, chacun sur son téléphone. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? À votre époque, c'était pas comme ça. Et c'est dingue parce que en même temps, c'est incroyable. Je vais pas non plus critiquer parce que c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est nouveau. Mais je suis aussi content d'avoir vécu cette époque-là. Et je me demande comment on faisait d'ailleurs, parce qu'on avait tellement de choses à se dire. Et du coup, oui, je parle de ça, mais en même temps, ça me lasse. Et je décide de travailler déjà pour aider mes parents. Mais aussi pour essayer de trouver une solution, pour avoir de l'argent, pour essayer de faire autre chose, quoi. Mais dans cette autre chose, il y a éventuellement le fait de pouvoir faire un single ou de faire un truc, mais... Et est-ce qu'à cette époque-là, tu avais l'espoir de te dire que le hip-hop, que la musique pouvait te permettre de t'en sortir ou pas du tout? Non. J'ai tout fait vraiment comme ça, par le cœur. J'avais aucune prétention. Je ne savais pas où j'allais. Je le faisais parce que j'avais pas envie de terminer à l'école. Même si j'étais un élève moyen, j'étais travaillé, mais après, je voulais pas non plus terminer à l'usine. Je le faisais. J'étais à l'usine, j'étais content, j'avais mon salaire. Pour un gamin de 20 ans qui habitait chez ses parents, c'était super. Mais surtout...
j'avais envie de rapper. Donc moi j'étais à la base danseur, puis j'ai vu mes premiers concerts où j'ai vu des artistes venir, je les regardais, je leur disais mais j'ai envie de faire ça. Et puis voilà, mais toujours en n'ayant pas d'avenir, pas de futur. C'était le présent en fait, c'était ça le plus important. Et quand je dis, et pour sortir de cette impasse, je ferai n'importe quoi, c'était le travail de travailler à l'usine, de faire un titre, d'aller travailler en studio, de faire un single. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, j'aurais peut-être fait autre chose, mais j'aurais tout fait pour ne plus rester là où j'étais, à tenir le mur. Mais sans me dire, il n'y avait pas de calcul en fait. Il y avait le calcul de rien, puisque j'avais rien. Une question que moi j'ai ici dans les commentaires, on nous pose, du coup c'est Anissa qui nous pose la question, est-ce qu'aujourd'hui les clashs, toi qui es de cette époque où il y avait les clashs, etc., est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui ne manque pas au rap aujourd'hui? Parce qu'on parlait des clashs tout à l'heure, justement, je pense qu'on fait allusion à ça. Il y a toujours des battles, il y a toujours des clashs. Hein. Il y a encore des... Quand on parle de clash, je pense, tu me diras si je me trompe, je pense que c'est par rapport à l'époque où on avait un Booba qui clashait Rof, un Booba, La Fune, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est cette animosité. Ils sont dans le politiquement correct. Voilà, aujourd'hui, ils sont plus. C'est ce que j'ai l'impression du commentaire, enfin, pas me répondre si jamais, mais j'ai l'impression, puisqu'on parlait de clash tout à l'heure, que là, c'est quelque chose qui se perd aujourd'hui. Qu'est-ce que toi t'en penses Alors, qu'on fasse bien la différence. Quand je parle de clash à l'époque, c'était des clashs qui étaient violents. C'était des clashs qui étaient quand même violents, parce qu'on y allait quand même, hein, je veux dire, c'était très vache. Les mamans y passaient, quoi. On savait qu'on le disait à quelqu'un, voilà, c'était un pote, c'était quelqu'un, et quand bien même, des fois, il prenait la mouche parce qu'il se disait non, vous allez trop loin. Voilà, il y avait des barrières, il y avait des limites, mais c'était des clashs. C'est ce qu'on a retrouvé un peu dans les années 90, quand les débuts des clashs ont commencé, d'ailleurs dans le film d'Eminem on voit, voilà, où on clash la mère, on clash la famille, on clash le physique et tout ça. Ce qui est dommage, c'est qu'après... il y en a qui se sont servis pour... parce que c'est à partir du moment où c'est des clashs, où on le fait comme ça a été dans une certaine période. Blessant. Dans les... voilà, je veux dire, quand c'était dans les battles qui étaient faits pour ça, où on se clashait, c'était correct et tout ça. À partir du moment où on s'en sert pour descendre un adversaire ou un concurrent, là, ça devient... je dis juste... écoute, je dirais pas non plus... Je vais pas dire que c'est de bonne guerre. Je vais dire que c'est un moyen facile pour essayer d'éteindre l'autre, d'avoir du buzz et de surpasser l'autre. Je veux dire, quelqu'un qui a pas besoin de ça, d'ailleurs, il y a plein d'artistes qui n'ont jamais eu besoin, moi j'ai jamais eu besoin de clasher qui que ce soit pour avancer. En général, ceux qui le font, c'est... alors, sauf si éventuellement il y a eu une attaque personnelle ou qu'il y a eu quelque chose, et ça je le sais pas, mais je veux dire, mais gratuitement, les clashs gratuits, j'ai jamais compris. Moi je pense que quand quelqu'un attaque quelqu'un qui n'a jamais... eu de mots à travers cette personne-là, et que la personne l'attaque gratuitement, je pense que c'est juste par jalousie, par jalousie, et parce qu'il se dit qu'en le clashant, il va avoir le buzz et il va passer au-dessus de lui, on va parler de lui. Donc les clashs, aujourd'hui, moi je trouve que ça pourrait revenir. Il y a eu d'ailleurs un titre à l'époque qui était super avec, comment il s'appelle les deux, Tunisiano et Aketo, et ils se clashaient comme ça. Ça, je trouve ça super. Je trouve que les clashs devaient être comme ça. Ils devraient être marrants, ils devraient, comme dans les battles de clash, ils devraient être cool, on devrait en rire, et ça devrait être un bon truc. À partir du moment où ça devient blessant et que c'est vraiment pour détruire l'autre, les clashs là, je suis pas de ça. Même si y en a qui vont aimer de toute façon, hein, mais moi je suis pas de ça. Mais moi je pense qu'on va faire la différence. Tu vois, il y a le clash et le diss track. Parce que le clash, clairement, on est dans ce que tu dis, dans ce truc où c'est fun, où à la fin on sait qu'on va se serrer la main. Et ça vient justement de la rue. Oui, c'est ça. Parce que c'est comme ça qu'on a commencé avant en le fait, rap. comme entre potes, toi tu l'as connu, surtout avec tes potes, vous êtes là, vous vous clashez, même si c'est pas dans le rap, mais vous vous vannez en fait. Et puis à la fin de la journée, vous vous serrez la main parce que vous restez potes. Et puis il y a les diss tracks. Les diss tracks, on en a connu Jay-Z versus Nas, etc. Où en fait on s'attaque personnellement à coups de morceaux qui se répondent l'un l'autre. Et donc moi je pense qu'on peut vraiment faire la différence entre les deux. Et pour répondre peut-être à la question de notre auditrice, tu disais Anissa, moi je pense que le diss track c'est quelque chose qui est très américain. Booba l'a fait lui parce que lui est très américain. Oui. Dr. Dre, NWA. Non, mais je veux dire c'est très américain. Et je dis ici en France, Booba l'a fait parce qu'il a ce truc un peu américain. Mais c'est vrai que c'est pas dans la culture chez nous. Attention, avant Booba, les premiers ça a été NTM et nous.
Ah oui, c'est vrai. NTM a fait une intro. Raconte-nous cette histoire. En fait, histoire. c'est simple, c'est qu'on est un groupe belge, on arrive en France, on cartonne, on fait de l'ombre à tout le monde, et les Français commencent à en avoir marre en se disant, nous aussi on a envie de réussir, et je suppose, et même c'est plus qu'une supposition, je pense que tous ces artistes-là se sont présentés dans des maisons de disques où on leur disait, écoutez, nous on a envie de Benny B, on a envie que vous fassiez un peu comme les Benny B. Okay. Donc je pense qu'à un moment donné c'est normal pour ces gens-là de se dire fuck, on a envie d'être autre chose, Benny B c'est pas du rap, nous on est autre chose. Et donc du coup NTM s'était amusé dans leur album à faire une intro où ils se moquaient de nous et c'était devenu tendance et tout le monde en écoutant l'album avait suivi quoi. Donc c'était vraiment une mode, une tendance, mais ça restait fun parce que c'était une intro, voilà, ça n'est pas plus loin. Et c'était pas vraiment, ils insultaient pas. Bon, c'était encore potable, je trouve. Okay. Mais ça avait commencé comme ça. Et est-ce que la rage, elle venait pas du fait que si vous aviez un rap plus accessible, là où eux ils étaient déjà un peu plus, ils étaient un peu plus gangster rap, là où vous aviez quelque chose d'un peu plus accessible. C'est ça qui est marrant, c'est que, je veux dire, aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se sont racontées, mais en fait, moi j'étais là. J'ai vu de mes yeux, j'étais le premier à voir. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand vous voulez réussir, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas que dans le rap, on va toujours... je sais pas pourquoi, c'est un peu comme, et c'est vraiment cliché ce que je vais dire, c'est un peu comme les filles qui aiment les bad boys. Je veux dire, dans la vie, on a toujours aimé un peu les mauvais garçons. Et il y a toujours des gens qui se sont fait passer pour des mauvais garçons pour être mis en avant, parce qu'ils voyaient que quand ils étaient trop gentils, ça n'allait pas. Et c'est ce qui s'est passé avec des groupes français qui se sont fait passer pour des mauvais, alors qu'ils ne l'étaient pas. Et ça a été un phénomène de mode. Et nous, on disait, waouh, putain, ceux-là, ils sont dangereux, ils sont aussi, t'as vu, par des cités, tout ça. Mais finalement, quand on regarde et qu'on gratte, on voit que derrière, il n'y a rien, en fait. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se méfier du petit gentil de qui on a l'impression, parce qu'on n'entend jamais parler, qu'il est toujours sympa, qu'il est poli, et on se dit celui-là c'est un gentil, il fait rien, et de l'autre qui aboie, et finalement quand on regarde, c'est souvent les plus gentils qui sont les plus dangereux, et c'est ce qui s'est passé des fois quand on avait des dates en France, et on a croisé plusieurs fois. Moi j'ai été plusieurs fois face à Joey Starr, qui me regardait de travers et tout ça, mais il faut savoir une chose, c'est qu'ils ont la culture des banlieues là-bas en France, et nous on avait la culture des quartiers. Donc nous dans les quartiers on savait très bien que si on allait d'un quartier à un autre, notamment nous par exemple à Molenbeek, quand on allait à Chicago, on ne pouvait pas y aller seul, on savait qu'on était ensemble, on regardait, mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'on avait une autre attitude et on avait une autre façon de fonctionner. Moi, quand j'arrive en France, on me dit, ouais, fais attention, il y a le 93 qui est là. Pour un Belge, quand tu dis le 93, déjà il faut savoir que le 93 c'est un département, c'est pas un nom de groupe. Et je dis mais c'est qui? Il dit c'est toi NTM, ils sont venus avec la bande et tout ça. Et je comprenais pas comment on pouvait se déplacer à 60 pour dénigrer une seule personne ou trois artistes, donc, tu vois. Et donc voilà, mais moi ça me faisait pas peur parce que je venais de là où je viens, je viens de Molenbeek quand même, qui aujourd'hui est quand même la ville la plus dangereuse du monde par Trump. Selon Trump. Non, c'est très cool à Molenbeek. Et donc du coup ouais, non, moi je suis connu pour être une grande gueule et puis voilà, j'avais peur de rien, moi j'avais peur que de mes parents et de Dieu, et donc du coup moi ça me faisait rire, je les voyais, on avait des discussions, j'ai une discussion avec les NTM, avec Joey Starr et Cool Chain, qui comprenaient pas, qui disaient qu'on faisait de la musique pour les gamins, que c'était du commercial, et ce qui me bloquait par-dessus tout, même s'ils avaient raison, qu'on était sorti un peu du contexte de la musique hip-hop et qu'on utilisait de la hip-house, il fallait encore leur expliquer d'où venait la hip-house et tout ça, ce qui me bloquait et ce qui me rendait encore plus têtu, c'était le fait d'avoir un gars qui pensait, parce qu'il me disait ça, que j'allais arrêter. J'ai dit, mon père, il m'a donné la bénédiction, il m'a dit, mon fils, je te fais confiance, fais ce que tu as à faire. Mais j'ai quand même des parents qui avaient un certain âge, on vient d'une culture, voilà. De quelle origine d'ailleurs? Moi je suis marocain, voilà, et donc dans les années 80, dire à ses parents, je vais faire du rap, je vais quitter l'école, enfin je vais quitter le travail. Et surtout qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'ambition. Aujourd'hui encore, limite, tu peux dire ça, on voit des success stories. À cette époque-là, il n'y avait pas de success stories. Comme je vous ai dit, moi je suis issu d'une famille de 9 enfants, donc 6 garçons, je suis le plus petit des garçons. Mon père c'était un bœuf, mes frères c'était des bœufs. Donc voilà, quand mon père il m'a dit, écoute, je te donne la bénédiction, il n'y a plus rien qui m'arrête derrière. Donc quand j'ai moi des gens qui viennent de France et qui me disent, ouais, ce que tu fais, il faut arrêter, tatati, je rigole. Ça t'a dit carrément, il faut arrêter. Bah ouais, il nous disait, il disait, ce que vous faites, c'est pas du rap, voilà, vous devez arrêter. Enfin voilà, je veux dire, mais c'était à rigoler, c'était à mourir de rire. Et moi, jamais, au contraire, en plus on me disait ça, au plus j'avais envie de le faire. Mais après, c'était de bonne guerre, c'était vraiment, pour moi, ça reste des bons souvenirs. Et ça reste gravé. Et au final, quand on voit la légende que tu as réussi à écrire, et rien que pour le rap belge, avoir quelqu'un comme toi qui est le premier rappeur francophone à entrer sur les ondes, à entrer en radio, ça reste aussi, je veux dire,
très bénéfique pour nous, pour les artistes belges aujourd'hui, se dire qu'on a été pionnier aussi dans un domaine. Voilà. C'est une chose que les Français défendent, mais pas les Belges. Parce qu'il faut savoir que pour les Français, par exemple, NTM, ça a été un peu l'étendard, le drapeau qui représentait le hip-hop, le rap. Hein. Il a été même, pour moi, injustement, mis plus en avant que des groupes comme IAM, qui pour moi, franchement, IAM sont très très bons, sont très forts. Après, il y a l'école d'IAM et puis l'école de NTM. Et puis voilà, c'est ça le truc, c'est que la France a toujours revendiqué que le premier groupe de rap français c'était NTM. Donc ils n'arrivaient pas à accepter que le premier rap français c'était un groupe belge et la Belgique n'a jamais rien fait non plus pour faire comme la France a fait, se vanter d'avoir un groupe. Parce qu'il faut savoir aussi une chose. Vous êtes fous, c'est quand même le premier disque d'or de l'histoire du rap français. Et ça, c'est bien de le C'est le premier album, je suis le premier à avoir vendu 500 000 albums dans l'histoire du rap français. On parle en C'est physique. incroyable. Ah ouais, en physique, on parle pas en streaming. Oui, et en physique. Et tu as vendu aussi 3 millions de singles aussi. Oui, en 92. En 92. En 92, 3 millions. Aujourd'hui, on les compte plus, mais c'était là. Oui, à l'époque, parce qu'on le là, répète aujourd'hui, mais déjà en 92, j'avais vendu 500 000 albums, plus de 3 millions Et de on singles. parle pas de streaming, C'était les le gars premier qui nous disque écoutent. d'or. Là, Voilà, ouais. on était le premier groupe à faire l'Olympia. Donc, comme ça, au fur et à mesure, on enlevait le titre du premier à chaque fois qu'on avançait. C'était le premier, on était premier. C'est quelque chose dont tu souffres encore aujourd'hui? Non, le fait j'ai jamais que- souffert de ça. Non. Et j'en ai jamais parlé. Aujourd'hui, j'en parle pourquoi? Parce qu'on vit dans une époque, et c'est marrant, parce que, tu sais, moi, je parlais jamais de chiffres avant, hein, et tout ça. Mais on vit dans une époque où j'ai remarqué qu'il n'y a plus que ça qui compte. Ah, mais oui. Je vois ça avec mon fils, quand il vient chez moi, il me dit, t'as vu, lui, les disques d'or, il a fait autant de streaming et tout ça. Je dis, c'est fou, il n'y a que ça qui vous intéresse, en fait. C'est des millions de vues, des millions de trucs. Et en fait, aujourd'hui, pour que les jeunes comprennent qui tu es, si tu leur dis, voilà, je suis Benny B, je suis le premier à avoir fait un single dans le rap, rien à carrer. Je sais pas. Si tu lui dis, ouais, j'ai vendu 3 millions de singles en physique, Ah, là, ça devient. Ah, t'es quelqu'un, ça, en voilà, fait. parce qu'aujourd'hui c'est comme ça. Mais après, tu sais, c'est plus aujourd'hui, c'est plus de la prétention. Aujourd'hui, ça fait partie en fait du jeu. Et puis voilà. Et moi, je parle de chiffres parce que à un moment donné, il faut arrêter. Nous, les Belges, on a toujours été très très humbles. Alors, les Français nous disent toujours, ah, vous les Belges, vous êtes très humbles, vous êtes un bon public, vous êtes ci, vous êtes ça. Mais à un moment donné, il faut se dire, ok les gars, mais on n'a pas que ça quoi. Ouais. On vend, on fait, on a des bons artistes. Et d'ailleurs aujourd'hui, ça se revendique de plus en plus avec les nouveaux artistes émergents et tous ceux qui sont déjà là depuis Damso, Romeo Elvis, Angèle et tout ça. Mais voilà, c'est une chose que la Belgique nous a mis dans le ventre et on est toujours là à rester en retrait, à rester très humble, avoir de l'humilité, c'était bien, c'est tant mieux. Mais à un moment donné, il faut aussi se mettre en avant. Et un bête exemple, quand vous regardez un acteur comme Poulvord qui est respecté et vénéré en France, pourquoi? Parce que Poulvord, il a ce côté grande gueule que les Français aiment. Et à partir du moment où vous commencez à devenir une grande gueule, on vous respecte en France. Parce que c'est ça qu'ils veulent en fait. Et la Belgique ne nous aide pas assez pour ça. Ouais. Donc, on a tendance à mettre de l'eau dans son vin, à tempérer ce qu'on va dire, et etc. ici. attendre surtout ce que les Français vont dire, parce que voilà, faut savoir que vous êtes fous. Heureusement et malheureusement pour la Belgique et heureusement pour nous, c'est qu'à la base, vous êtes fous a été présenté en Belgique. La Belgique n'en voulait pas trop. Et puis, on a heureusement signé en France avec un label indépendant. Et grâce à ça, j'ai été adopté par les Français. Mais l'histoire se répète et j'ai l'impression que pour les artistes aujourd'hui, désolé Vas-y. pour les artistes aujourd'hui, c'est encore la même chose. Ils vont arriver ici en Belgique, on va pas leur donner leur chance. Les Français vont valider et puis Damso, il est trop bien. Sur ça, je te rejoins. Bon, pour voir ça pas mal de choses. Mais j'ai l'impression aussi quand même que les choses sont en train de changer aussi un petit peu. J'ai l'impression, ça c'est mon avis à moi. Mais de l'autre côté aussi, j'ai l'impression aussi que à certains moments, est-ce que des fois les Belges n'ont pas aussi envie justement de rentrer dans le jeu, parce que c'est aussi un jeu d'entertainment, là où on voit certains rappeurs, artistes français, etc., qui aujourd'hui se prêtent au jeu de venir parler, de venir jouer un peu, on va dire peut-être comme Damso le fait en ce moment, et ils jouent un peu des codes, etc. Alors il y en a qui apprécient, il y en a qui apprécieront moins, mais est-ce qu'aujourd'hui justement, pour avoir reçu pas mal d'artistes belges, j'ai l'impression que des fois on n'a pas envie d'aller et puis de faire tous les planètes rap, tous les trucs, etc. Alors là il y a Fresh qui le fait, qui est parti récemment et qui joue dessus, mais je trouve qu'il y a il y a pas mal d'artistes belges qui se développent très bien, qui ont une bonne communauté, qui avancent très bien, mais qui restent mystérieux. Ils veulent se garder ce côté mystérieux et n'ont pas envie d'aller, alors c'est ce que je pense, d'aller vraiment jouer le jeu des médias, d'aller sur les plateaux TV, d'aller sur les trucs, etc. Pourtant ils sont demandés. Parce qu'il y a deux types d'artistes aujourd'hui. Il y a l'artiste de studio et l'artiste de scène. Aujourd'hui, on voit plein d'artistes qui sont très 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 bons en studio. C'est des tueurs. Tu les prends, tu les mets sur scène, c'est vide, il n'y a rien. Et ça, c'est ce que j'ai remarqué depuis quelque temps quand je regarde un peu la nouvelle génération et tout ça. C'est vraiment incroyable. Ils sont derrière leur mic, ils te font des sons, même à mourir. Et puis sur scène, tu entends, c'est vide. Et puis tu en as d'autres qui vont être moins bons en studio,
Mais quand tu vas les lâcher sur scène, ça va être des bêtes. Et c'est ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, en fait, tu as des artistes, tu as des gens qui sont là, et qui, et parfois je me pose la question, hein, pas tous, mais je suis sûr qu'il y en a qui se sont dit on va tester, on va faire un truc, ça a marché, et puis ça les dépasse. Ah mais il faut que tu ailles faire une interview, il faut que tu... Ah, j'ai pas trop envie. J'ai pas trop, parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils ont touché du doigt ce que tout le monde rêve de toucher. Et eux, ils l'ont, mais ça leur fait peur. Et ça, c'est dommage pour les artistes qui, derrière eux, ont envie d'avoir leur place. Ça, c'est dommage. Ouais. Et c'est ce qui se passe. Parce que moi, derrière, je vois, je suis d'accord avec ce que tu dis, tu vois. Et parce que je vois, il y a des artistes, par exemple, on parle de, je sais pas, on va parler de Cobaladier, par exemple, qui malheureusement, sur certaines médiatiques, des fois, il fait des bourdes, qui vont souvent à son avantage, etc. Mais c'est vrai que quand ils touchent quelque chose, tu vois, des fois, ils vont dans les médias, ils font les erreurs qu'ils font, mais derrière, ça leur permet justement de faire un buzz et après, là, ils avancent. Ça fait partie du métier. Mais ici, j'ai l'impression, comme tu l'as dit à juste titre, et pour pas citer de nom, t'as des gens, des fois, que t'as envie de dire, ouais, vas-y, pousse le truc, parce que derrière, tu peux ouvrir. Aujourd'hui, on voit à son niveau un artiste comme Fresh ou Damso ou autres qui vont en France et qui font le jeu de parler aux médias, de trucs, etc. Et derrière, ça met en lumière la Vinchai aussi, je peux la mettre dedans aussi, ça met en lumière la Belgique. Et je vais aller plus loin. Attention, ce n'est pas que les artistes belges, il y a des artistes français. Je vais aller plus loin. Il y en a même qu'on ne voit plus à cause de ça. Ils ont sorti un hit, ça cartonne, ils sont là. Et puis ils se rendent compte que finalement, c'est pas trop ce qu'ils voulaient. Ouais. Et du coup, il n'y a pas de single après, où on les entend plus, où on les voit pas. Parce qu'ils n'arrivent pas à assumer. La scène, c'est quelque chose de très, très... En fait, être derrière un mic et puis avoir le single qui passe, c'est une chose. Être devant son public et assurer, c'est vraiment autre chose. Et il y a de moins en moins d'artistes de scène, en fait. Quand je dis vraiment des artistes de scène, c'est pas... Parce qu'aujourd'hui, tu as encore des artistes de scène qui montent et qui se filment pendant qu'ils rappent et tout le monde filme. Il n'y a pas vraiment de relation, de connexion entre le public. Aujourd'hui, avoir les yeux dans les yeux, regarder son premier rang dans les yeux sans tenir son portable et s'adresser à lui, il n'y a plus beaucoup de gens qui font ça. Et ça, c'est pas faux. Moi, pour rejoindre ce que tu dis, les 3/4 du temps, quand je vais en concert aujourd'hui, je suis déçue. Pour moi, il n'y a pas de spectacle. Non. Je mets Spotify, pour moi, c'est la même. Mais les gens chantent, en fait, tous les textes. Donc, l'artiste n'a plus rien à faire. Les gens, c'est ce qu'ils veulent. En plus, quand je dis les gens, c'est la nouvelle génération. Ce qu'elle a envie, c'est de chanter. Donc, l'artiste est là, il est presque venu, lui, en concert, voir son public chanter. Et ce qu'il y a, alors, ce qu'il y a aussi, c'est après, il y a comment je vais dire, la surenchère du buzz, c'est de se filmer pour avoir son public qui chante et surtout d'avoir les bras en l'air et puis et on est contrôlé que par ça. On voit souvent maintenant à la fin, allez faites du bruit, on voit les bras en l'air, on voit tout parce qu'on n'est plus focalisé que par ça. Et en fait, le gars qui a été voir un concert, il se rend compte qu'il a vu un concert, il n'a pas vu le concert, il n'a même pas vu l'artiste, il a vu l'artiste à travers son écran puisque le portable était tout le temps comme ça allumé, il n'a même plus vu et puis de toute façon, même s'il n'avait pas son portable, qu'est-ce qu'il verrait? Il n'y a plus rien derrière. Il n'y a plus de danseurs, il n'y a plus de décors, enfin aussi il y a des décors de lumière et tout ça. De temps en temps, oui. Mais souvent l'artiste est seul. Et c'est juste, en fait, c'est un partage de chant. Après, tant mieux, parce que c'est ce que la génération peut-être aujourd'hui veut. Hein, parce que des fois, quand ça chante, ça chante. Les gens râlent quand même. Alors attention. Les gens râlent quand même. Quand on a... à mon époque, ça se faisait avec des artistes comme Patrick Bruel. Patrick Bruel, il allait, il chantait sa chanson, qui a le droit. Après, il s'arrêtait et tout le monde chantait toute la chanson pendant tout le concert. Ouais. C'est ce qu'on voyait dans les chansons, dans les chanteurs à voix. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et maintenant, ça se voit dans le rap. Aujourd'hui, tu as un artiste qui vient, il fait la première phrase, que ce soit Caris ou qui tu veux, il fait la première phrase, il ne doit plus chanter, tout le monde chante. Et en fait, j'ai l'impression que les gens payent leur place pour aller chanter à la place de l'artiste. Et vraiment, c'est sans aucune critique, c'est juste un constat. C'est un constat de la musique aujourd'hui. Toi, t'es pas d'accord avec ça? Je sais que toi, tu râles quand tu vas dans un concert et qu'il n'y a pas de show à la fin. Récemment, on allait voir un concert, t'étais pas contente. Après, c'est ma conception des choses. Tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec ce que je dis, mais pour moi, quand je vais à un concert, je vais prendre l'exemple. On t'a vu la dernière fois. Vous êtes venus, vous avez dansé. En fait, t'as envie qu'il se passe quelque chose. En fait, j'ai envie de repartir d'un concert avec un spectacle. On m'a offert quelque chose et pas juste un artiste qui chante devant son micro. Alors, en fait, j'allume Spotify ou Deezer ou peu importe et c'est la même chose, en fait. À l'américaine. Beyoncé. Beyoncé fait des shows. Chris Brown, Usher. C'est l'ancienne école, c'est ça en fait. C'est à l'américaine. Et on a besoin de ça. Je pense que le public serait content encore d'avoir ça aujourd'hui. Mais ça va peut-être revenir. Ça va peut-être revenir. Comme pour le moment, moi, le R&B revient très très fort dans la nouvelle génération. Et je pense que sincèrement, ça va être comme un cercle. Ça va être un truc qui va revenir et ça va revenir comme un boomerang dans la gueule de tout le monde. Personne ne va s'y attendre. Il va y avoir des danseuses, des danseurs
danseurs, des choristes, il va y avoir des trucs de malade. Ouais. Avant que tu lances la pub, qu'une échec, tu as envie de lancer la pub, mais c'est vrai que c'est intéressant ce qu'on raconte. Est-ce que derrière ça, sur une question que je vois, est-ce que c'est vrai et je relève la question d'ailleurs de Mathis, est-ce qu'il n'y a pas un aspect marketing derrière tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas un aspect financier à travers du coup ce qu'on parle, le fait que dans les shows il se passe moins de choses, etc., que les gens se filment, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un aspect marketing commercial derrière tout ça? Mais en fait, tout le monde cherche le buzz. Celui qui va au concert cherche le buzz pour le mettre sur son Insta ou sur son réseau social pour montrer aux gens qu'il était là et qu'il frime avec ça. L'artiste lui montre qu'il a eu beaucoup de gens. Alors du coup, c'est un peu individualiste. Il y a plus de partage. Et c'est ça qui est incroyable. Parce que finalement, le cachet de l'artiste, avec le cachet qu'il reçoit aujourd'hui, il pourrait prendre même 100 danseurs des Réolis, ça ne changerait rien. Mais est-ce que aujourd'hui, parce qu'on a vu par exemple de commentaires avec désolé QDG que tu veux lancer la pub, mais on lance juste parce après. qu'on pourra encore parler de tout ça. Mais juste ça. Mais est-ce que aujourd'hui, parce que là c'est intéressant parce on a vu le documentaire de Val, je suppose que même les auditeurs etc vous l'avez vu, où Val dit clairement que quand il fait un concert, enfin sa production en tout cas dit qu'il est à perte. Et aujourd'hui attends, il est à perte pourquoi? Il est à perte, il l'explique parce qu'en fait, si tu viens et que tu te places derrière ton micro, t'es pas à perte. Voilà. Mais si tu fais un show et que tu l'offres à ton public, exactement. T'es à ça veut perte. dire qu'il est à perte parce qu'il fait un show. L'équipe de Val décide qui coûte cher, donc ils font des animations, ils descendent du ciel, et aujourd'hui lui il dit clairement quand je fais un concert je suis à perte mais je gagne de la crédibilité comme il dit, je suis content. Mais derrière il a juste qu'à pas descendre du ciel. Le cachet que ça lui a coûté de faire une infrastructure pour qu'il descende du ciel, il a juste rentrer comme tout le monde par derrière et à la place il met des danseurs en il met fait. des c'est ça danseurs. la question, peut-être d'où la question. Est-ce qu'il n'y a pas un aspect marketing? En fait, il faut choisir comment est-ce que tu t'investis dans ton show. Une en relève fait, ton siège, tu vois. on ne voit pas, on voit la moitié. Oui, mais c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir la pub, parce que ça me permet aussi. Tu vois. Il n'y a pas de pub. Allez, Guinée, lance-toi la pub. Allez, les amis, on passe un super moment. On est toujours en compagnie de Benny B ce Posez soir. vos questions. Barclay, il est passionné. Il a envie de poser des questions. Vous aussi, je vois que vous avez pas mal de questions. On revient avec toutes vos questions. On prend vos questions, vos commentaires. Juste après la pub, on revient tout de suite. C'est dans Rapology de 20h à 23h. On est de retour dans Rapology, on vous l'avait promis, la pub a été de courte durée. On est toujours en compagnie de Benny B. Que dire, il y a tellement de choses à dire sur toi. Premier rappeur à remplir un Olympia, à être 29 semaines consécutives dans le top 50. Record, un record incroyable. Et il a fait tourner des zéniths, un artiste incroyable qui nous fait l'honneur ce soir d'être avec nous dans Rapology. Merci à toi. Merci. Et on est toujours en compagnie aussi de Mister BMP. Yes, la team, toujours ça va, là. La pub est passée vite, ça va? La pub est passée, mais ça va. Tu vois, du coup, je suis redescendu. T'es redescendu? Ouais, tout va bien. T'inquiète pas, Benny B, je suis sûr qu'il a encore de l'énergie à revendre. Moi, j'aimerais bien revenir un petit peu en arrière et de te demander un petit peu comment est arrivé ton succès. Parce que donc toi tu écris ce morceau en 86, il sort en 89. Le succès il arrive de quel côté en fait? Alors, il y a la création. Allez les enfants. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que, comme je vous ai dit, à la base, je suis danseur. Donc, je suis danseur comme tous les jeunes de mon âge et toute ma team. On se retrouve tous à la Grand Place, à danser. Galerie Ramenstein, Grand Place, Basilique. Et quand on danse, on met une casquette et on récolte un peu de l'argent comme ça qu'on se partage pour aller bouffer au McDo, au Quick et tout ça. Et du coup... quand j'ai commencé à écrire, je rajoute mes textes et mon rap, je le rajoute aux démonstrations de danse qu'on fait dans la rue. Et puis après, il y a les soirées. Dans les soirées, on faisait des démonstrations de danse. Il y avait carrément, comme au State, il y avait chaque groupe se présentait. Il y avait des battles de danse, des concours de danse. Et c'était que de la danse. Donc ça, je parle de 85, 86, 87. Et puis après, il y a eu des soirées où, en plus de la danse, il y avait les rappeurs. Et donc, on était très peu de rappeurs, mais il y avait moi et d'autres amis. Et notamment Sally de BRC à qui je rends hommage. Et donc voilà, on rappait. Et il y avait un organisateur de soirée qui était directeur d'une radio à l'époque, qui était la radio Top FM à De Brouckère, qui nous faisait venir à ces soirées, on rappait et tout. Et un jour, il y a eu un casting organisé par le directeur de cette radio, parce qu'il avait rencontré un producteur belge qui voulait soit avoir un artiste belge ou un groupe belge pour faire un rap. Il avait entendu parler de rap underground, comme ça, il voulait faire un truc. Et donc le casting se passe, j'étais pas au courant, j'étais pas là. On m'appelle pour me dire que le casting a lieu et qu'il est fini.
Et voilà, comme je dis toujours, hein, quand Dieu a un projet pour vous, il est pour vous et pour personne d'autre. Je sais pas quelle mouche m'a piqué pour me dire sors de chez toi, va au casting. Même C'est si ce que j'ai fini. fait, même si c'était fini. Donc je prends mes vinyles et je pars de Quartier-Maritime, Molenbeek, Tour et Taxi, et je cours jusque de Brouckère parce qu'il n'y a pas beaucoup de comment je vais dire De transport en commun. de transport en commun, en tout cas de mon quartier pour aller déjà jusqu'à Isère, et puis d'Isère pour aller jusqu'à de Brouckère. Finalement je pars en courant et j'arrive à de Brouckère, j'arrive à la radio et je vois le directeur de la radio qui est là et qui me voit et qui me dit oh putain Benny, je t'avais complètement zappé, attends je vais voir si le producteur est encore là. Et il est encore là et il dit ben on va écouter, parce que lui il me connaissait déjà, il voulait faire écouter mon texte. Et j'arrive et je mets Public Enemy et je commence à rapper dessus. Mais il faut savoir qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de Vous êtes fous. Vous êtes fous n'en arrivé qu'après. Donc il y avait mon texte tel que vous le connaissez maintenant, mais pas. Sans le refrain, sans mais le vous êtes refrain, fous. sans Ok. coupure. C'était d'une traite. C'était tout le texte en entier. Il n'y avait pas de coupure et il n'était pas aussi dans l'ordre dans lequel qu'on connaît maintenant. Et ils se mettent là, ils se mettent à écouter. Un des deux met ses mains sur ses oreilles pour avoir une meilleure écoute. Ils parlent entre eux et puis ils viennent chez moi. Ils me disent écoute, est-ce que tu es prêt à mettre de l'eau dans ton vin? Je connaissais pas trop l'expression. Je dis c'est quoi? Ils me disent est-ce que tu es prêt à ce qu'on utilise une musique commerciale? Est-ce qu'on coupe ton texte? Il faut qu'on le coupe. Il faut qu'on fasse des couplets et des refrains. Il n'y a pas de refrain. Donc, est-ce que tu es prêt à être moins agressif? Parce qu'à l'époque, c'était vraiment merde, quand je vois dans la rue, tout c'est voilà, c'était très rapide, C'était très, plus, c'était rough, ouais. quoi. Je dis ouais, pas de souci, moi, je travaille à l'usine, je danse dans la rue, donc moi c'est tout bonus pour moi. Il me dit ben écoute, on avait choisi quelqu'un, mais finalement on va te choisir toi. Donc imagine, Si ils t'étais avaient pas déjà allé. choisi quelqu'un, si j'avais pas été, et comme quoi, même quand on pense que c'est perdu, il faut toujours tenter. L'histoire de la porte est fermée, on passe par la fenêtre, voilà, tout ça, quoi. Ouais. C'est un truc de dingue. Et je vous jure Ça me qu'encore met les maintenant, frissons voilà. carrément. ce C'est que tu dis, fou mais parce c'est que fou. c'est voilà, j'arrive pas à comprendre. Je me rappelle que je travaillais à l'usine, que je faisais les shifts, donc peut-être que j'étais rentré, que j'étais crevé, j'étais à la maison. J'ai eu la chance que j'avais alors déjà savoir que j'avais le téléphone à la maison à cette époque-là, hein, des téléphones à touche. Donc voilà, qu'est-ce qui m'a pris, pourquoi, voilà. Mais en tout cas, c'était écrit, c'était comme ça. C'était pour toi, quoi. Je suis arrivé, on m'a dit voilà, c'est toi qu'on choisit. Je pars de là. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression de voler, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'il y a après en fait, mais j'ai l'impression de voler. Juste parce qu'il m'a dit c'est toi qu'on C'est choisit. toi qu'on choisit. Donc je me dis je vais faire un single et il va être chez les disquaires, je vais avoir ma pochette et c'est tout quoi. Et donc effectivement le single, faut savoir qu'on commence à le travailler, que c'est pas 2 jours, c'est pas 2 heures, c'est plusieurs mois et que c'est dès 10h du matin au studio jusqu'à 11h du soir sur un 16 pistes. Vous êtes fou a été fait sur un 16 pistes. Tu peux expliquer la différence avec ce qui se fait aujourd'hui pour notre jeune 16 public? pistes, c'est bien ça. Il y a que 16 pistes à utiliser, donc il faut être très très short pour pouvoir mettre sur certaines pistes la musique et sur les autres pistes les voix. Donc il faut enregistrer les voix, mais avoir utilisé le moins possible de pistes pour pouvoir Laisser la mettre place la pour, place pour le son, pour le scratch, pour ci, pour ça. Donc c'était un 16 pistes et il faut savoir aussi que c'était des bandes. Donc j'enregistrais sur des bandes. Ça veut dire que quand le mec il mixait, moi j'étais assis derrière, ça prenait des heures. Et quand il devait mixer, il devait couper la bande, la recoller pour enlever les déchets, les rushs et des trucs comme ça. C'est pas digital aujourd'hui, Voilà. on fait in-out. Là, Et moi, c'est l'époque où on coupait carrément la On bande. coupait. Et quand avec j'ai les fait mes ciseaux. premiers concerts, je partais en concert avec mes bandes. C'est incroyable. C'est un truc de moi, c'est la C'est préhistoire en une autre fait. époque. C'est une ouais. autre époque. Et alors, au cas où, s'il y avait trop d'humidité, ce qui arrivait des fois quand il y avait trop de condensation, la bande s'étirait, on n'arrivait pas à la réparer parce que c'était trop humide. On avait le vinyle. Et donc on mettait le vinyle et je rappais sur le vinyle. Waouh, une autre époque. Ah ouais, non, c'était dingue. Et alors, ce qu'il y a aussi, c'est que quand on était sur des petits podiums de bois et que si on se mettait à danser, il y avait le vinyle qui sautait. Ah Et ouais. il fallait. C'était Et vrai. Ça, c'était la scène en fait. Et les soucis techniques à l'époque, c'est Ah, pas les mêmes mais on s'arrêtait pas, hein. qu'aujourd'hui. On s'arrêtait pas, on le faisait. Raconte-nous un petit peu l'Olympia, comment ça s'est fait? L'Olympia, c'était dingue. On nous annonce qu'on fait l'Olympia. Et j'arrive, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'ancien Olympia. Le vrai Olympia, l'Olympia qu'ont connu tous les artistes de l'époque, les grands artistes américains, les grosses stars, avant qu'il ait changé après, qu'il ait été modifié. Je pense même qu'il avait été changé de direction. Mais à cette époque-là, on arrive, on voit le vrai propriétaire, Cocatrix de l'époque de l'Olympia, qui nous reçoit et qui est vraiment content de nous recevoir. Il est même ému. Et il me fait visiter l'Olympia et il me montre toutes ces loges
où il y a des autographes, des signatures d'artistes. Il y a même Kulthum, qui était une des seules grandes artistes arabes, qui était passée, une des premières qui était passée à l'Olympia. Et donc, on était le premier groupe urbain de rap français et urbain à passer à l'Olympia. C'était souvent des grands chanteurs à voix et tout ça, mais c'était la première fois qu'il y avait du rap à l'Olympia. Donc, pour nous, c'était une fierté. On a fait 2 jours là-bas à l'Olympia. J'ai fait venir toute ma famille, évidemment, mon père et ma mère. Ça a été une fierté incroyable. Et les 9 frères et sœurs. Tout le monde était là, plus leurs enfants. On avait tout le premier rang, c'était à nous. Et c'était un truc incroyable. Il faut savoir que c'était 1h30. Que pendant 1h30, tous les titres de l'album, pour ceux qui connaissent, sur 10 ou 12 titres, c'est deux slow et tout le reste, c'est boum, boum, boum. Et c'était des chorégraphies non-stop. Ah ouais, mais 1h30 de danse non-stop. Comment est-ce que... Parce que c'est vrai que c'est un sacré flou, parce que quand on regarde tes chorégraphies, c'est des chorégraphies, c'est pas des chorégraphies où tu bouges un peu le bassin, c'est que ça saute, ça danse. Enfin, et il faut avoir le cardio pour en plus réussir à rapper dessus. Ouais. Bah écoute, voilà, j'étais jeune, je faisais 70 kilos à tout casser à l'époque, et j'étais danseur à la base. Et c'est vrai que, moi encore aujourd'hui, je me pose la question, je pourrais pas le refaire, bien évidemment, mais c'était un truc de malade. Les gens pensaient vraiment qu'on prenait des trucs, des substances, parce que c'était incroyable. Mais quand tu vois les artistes aujourd'hui, quand on voit ce que vous avez fait, et quand vous voyez les artistes aujourd'hui, alors tu me diras c'est une autre époque, et c'est ce que j'aime beaucoup dans ton discours, c'est que tu ne dénigres pas la nouvelle génération, non, tu l'acceptes telle qu'elle est. Oui. Et je trouve que ça c'est très très bon dans ton discours, parce qu'il y a beaucoup de vieux réacs qui sont là, c'était mieux avant, et toi tu dis juste c'était différent. Mais quand tu vois les artistes aujourd'hui, est-ce que parfois t'as pas comme envie de leur mettre un petit coup de pied dans le cul et leur dire faites quelque chose, quoi? Non, mais ça me fait rire, parce que après c'est comment je vais dire, il faut vraiment voir au second degré ce que je vais dire. Moi, je viens d'une époque où, voilà, les Arabes et les Blacks, on était ensemble. C'était la danse, on sortait ensemble. Moi, l'image que j'ai des Blacks, c'était des danseurs. C'était même les meilleurs danseurs. Je voyais que ça, quand ils étaient sur scène, ils ne pouvaient pas tenir debout tous sans danser, sans bouger. Et aujourd'hui, je les vois, ils sont là. Ça me fait rire parce que je vois Black M à danser avec les stars et je me dis, c'est pas possible. C'est pas un Renoir, lui. C'est pas un Renoir. Donc voilà, et du coup, ouais, je me dis, c'est une autre génération en même temps. Et je me dis, c'est dommage parce que peut-être que ce public il passe à côté de quelque chose, et puis d'un autre côté je me dis mais non, mais écoute, c'est comme ça, c'est eux, c'est ce qu'ils kiffent, c'est leur truc, ils n'ont pas envie de danser, et puis tout le monde n'est pas obligé de danser, et s'ils ont un message à passer sans danser, ça viendra, c'est notre génération, c'est comme ça. Mais je me dis que il y a des titres des fois que j'entends, et je me dis s'il était à moi, ce serait le show quoi sur scène, ce serait le show. Parce qu'il y a des titres d'ambiance aujourd'hui, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a personne ils sont qui là, danse, c'est ça. Non, si, ils montent gauche à droite, ils se bousculent parfois parce qu'ils ne savent pas, c'était pas synchro. Et après, c'est ça aussi, il y en a aussi qui ne savent pas danser aussi. Ouais, voilà, justement, comment il s'appelle on dit Clem, là, ça. Non, mais voilà, mais à côté de ça, voilà, c'est totalement. Moi, je ne vais pas comparer. Et vraiment, je suis pas là pour dénigrer. Au contraire, moi, je respecte vraiment la génération d'aujourd'hui. Et au contraire, ce que je fais, c'est que j'apprends de cette génération-là. Et pour celui qui a envie de connaître mon histoire, l'histoire du passé, je lui raconte. Mais vraiment sans rien imposer et sans comparer, surtout parce que c'est pas comparable. C'est pas comparable parce qu'à ce moment-là, j'aurais dû comparer moi et j'aurais dû comparer avec mes parents. Oui. Puisque mes parents aussi ne comprenaient pas ce que je faisais. Quand ils nous ont vu tourner sur la tête la première fois, mon père il a dit c'est qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Il a craqué. À l'époque c'était chaud par contre à l'époque. C'était terrible. On nous prenait pour des fous à l'époque. Parce que là aujourd'hui ça va. Je veux dire les parents sont habitués. Mais la coupure elle était violente à l'époque. On passait de mes parents à Cheb Khaled, enfin même pas à Cheb Khaled, c'est bien avant, et on va dire même pour la chanson française, on passait de Johnny Hallyday, Frank Sinatra et tout ça, et t'arrives, tu vois un mec qui tourne sur la tête. Tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait lui? Sans rien, sans bonnet, sans rien. Mais est-ce qu'aujourd'hui d'ailleurs les choses n'ont pas changé dans le sens où j'ai l'impression que la musique aujourd'hui se professionnalise, dans le sens où à l'époque faire du football, faire de la musique, etc. c'était un peu mal vu. Parce que les parents disaient souvent faut que tu ailles à l'école, faire des études, il y a que ça qui paye. Et aujourd'hui maintenant on voit des jeunes qui des fois ont un petit buzz ici dans la maison de disques, qui prennent un bon cachet, et on a l'impression que ça satisfait tout le monde et que les parents disent ok bon, il gagne sa vie avec sa musique, bien que par la suite on connaît les histoires qu'il peut avoir, etc., bloquer maison de disques, etc. Mais aujourd'hui on a l'impression que c'est ça, on accepte le fait que les gens ça se démocratise. Ouais. En fait ce qui se passe c'est que je veux dire un truc, regardez bien l'image. À mon époque les artistes cherchaient
des maisons de disques et des labels pour réussir. Aujourd'hui, les maisons de disques et les labels cherchent des artistes pour réussir. Et ça, c'est vrai violent. que... Mais Attends, c'est vrai. J'ai pas mis le. Non, mais c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, à l'époque, vous aviez vraiment besoin de ça, parce C'était que chaud. c'était le seul moyen de se faire Non connaître. seulement c'était le seul moyen, mais c'est nous qui avions tout en fait. On allait, on leur disait voilà ce qu'on a, vous prenez, voilà, et eux en fait, ils gagnaient de l'argent certes sur nous, mais c'est nous qui faisions tout le travail, c'est nous qui prenions tout le truc et tout ça. Aujourd'hui, pas. Aujourd'hui, des fois, je me dis mais j'ai même pas. Il y a des artistes, on vient, on me dit. Il est sorti il y a un mois, il a vendu 50 millions, il est disque d'or et des trucs. Je dis, mais attends, il y a un truc qui va pas. Ouais. Là, tu comprends très vite, en fait, que c'est la maison de disques, c'est le label qui a fait toute la machine pour se récolter le maximum. Certes, on lui donne les streamings, tout ce que tu veux, mais on sait très bien que dans un an, il aura disparu. Ou alors même s'il est encore là, quand tu vas prendre une photo et tu vas dire, vas-y, essaie de reconnaître sa tête, on va te dire, on le connaît pas. Là, les dégâts, Parce qu'il n'y a plus de visuel, il n'y a rien. et les dégâts Et- maintenant, à ce moment-là, c'est comment les dégâts psychologiques maintenant? Alors les dégâts, on les connaît. Les dégâts, on les voit. Parce qu'à mon époque, quand j'avais des clashs, c'était des clashs en direct où vous allez tous rigoler, surtout la génération qui est là. Quand je recevais des clashs, c'était par courrier postal. Non. Ah oui. Moi, je Tu recevais recevais une lettre. ah bah oui. On recevait des lettres, des sacs postaux que j'allais ouvrir et je lisais les lettres. Pas toutes, hein, mais alors il y en avait plein du monde entier, surtout d'Afrique centrale et tout ça. Mais je recevais des lettres et dans les lettres, il y avait des menaces. Je me souviens toujours, et je l'avais gardé. J'avais une carte postale avec NWA, Ok. toute la type de NWA, et derrière il y avait un mec qui me menaçait en me disant que il allait me mettre une balle dans la tête, voilà, parce qu'il aimait pas ce que je faisais, tout ça. Mais non. Mais voilà, mais En fait, c'était. les haters, ils existent Ouais, depuis oui, toujours. bah, C'est bien juste avant. qu'aujourd'hui, ils ont Mais- les commentaires. Mais c'était Ah. le courrier postal, ou alors c'était dans la rue, voilà, direct. Mais ici, il y a les réseaux sociaux. Je veux dire, pour un artiste comme ça qui se lève le matin et que la première chose qu'il fait, c'est ouvrir son téléphone et qui tombe dans le piège en lisant la haine qu'on déferle sur lui, si t'as pas les épaules solides, si t'as pas des bonnes bases, t'es mort. T'es mort parce que tu prends ça en pleine gueule. Tu as affaire à quelqu'un qui est en face de toi, tu sais pas pourquoi il te hait. Et c'est ce que je dis souvent aux artistes. Et c'est ça le problème, c'est que ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut savoir, et on en parlait tout à l'heure de ces artistes qui veulent pas se mettre en avant, c'est que c'est aussi un facteur très très important, c'est que aujourd'hui les artistes là, avant même d'être artistes, ils sont conscients que non seulement il y a la gloire, mais que derrière, il y aura une déferlante de haine. Et ça, c'est un grand frein pour la plupart des artistes aujourd'hui. Ce qui fait qu'ils ont parfois aussi peur de s'exprimer, de répondre à Oui. des interviews. Et parfois, les interviews sont vides. Tout à l'heure, tu disais que beaucoup d'artistes sont vides en interview. Mais parfois, c'est peut-être la peur de dire une bêtise et de se réveiller Non, le lendemain matin. là, c'est encore Non, autre mais- chose. Là, c'est des fois aussi le monde d'expérience ou le monde de travail de l'équipe ou du management, Non, mais etc. même- Non, même ça, pas. c'est Parfois, Même t'as s'il a peur de quelque faire chose à une dire, bourde, même tu s'il vois. a quelque chose à dire, aujourd'hui, il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, justement, le truc, c'est pas, on va pas te haïr parce que tu as dit quelque chose de mal, on va te haïr parce que T'as rien dit, t'existes. frère. Non, mais même si tu as dit quelque chose, on veut te haïr, simplement. Ouais, Parce ça que, aussi, c'est vrai. à travers mon message de haine, j'ai envie de vivre. Et comment je vis, moi, comment je survis, c'est grâce à ta réponse. Parce que le piège, c'est quoi? C'est que la personne qui est derrière, qui t'a envoyé un clash, tout ce qu'elle attend, Que tu lui réponds. c'est que tu lui réponds. Et quand tu lui réponds, qu'est-ce qui se passe? Elle existe à travers toi. Et ça, c'est important de Et le ça, c'est un rappeler. truc qu'il faut rappeler. Et quand on a ça à l'esprit, on peut prendre de la distance Il faut aussi prendre par de la rapport distance. à ces commentaires. Il faut prendre. Le succès et la gloire se prend avec l'amour et la haine que tu vas recevoir. Si tu as les épaules larges, va dans le chemin. Comment est-ce que toi, tu le gérais à l'époque? Justement, parce que tu dis que parfois dans la tes rue, courriers, les tes sacs courriers, postaux. tout ça. Eh ben, justement, je te dis, je viens d'une grande famille. Donc moi, mes frères, en fait, c'était souvent des sorteurs. C'était des videurs de boîtes. Ok. C'était des barman. Je viens du quartier maritime. J'avais des potes. Je viens en fait d'une base où j'étais bien entouré. J'avais des bonnes bases. Cette base, c'était le respect, la force. Voilà, je viens d'une autre époque en fait. Cette époque a fait que je pouvais être face à n'importe qui, j'allais pas me plier. Ça veut pas dire que j'avais pas peur. C'était juste de dire que Et puis ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai vécu tellement de choses, parce que les gens connaissent Benny B, mais dans ma vie personnelle, privée, dans ma famille, j'ai vécu beaucoup de choses, beaucoup de drames. J'ai perdu un frère quand j'avais 12 ans, qui est mort d'une overdose. Voilà, il s'est passé plein de choses dans ma vie qui ont fait que j'avais décidé que rien ne m'arrêterait. C'est vrai qu'on ne parle pas souvent, mais à cette époque-là, il y avait déjà les ravages de la drogue. Tu dis ton frère en a été victime. Oui, c'était les années 80, c'était terrible. Voilà, il y avait la drogue partout. Moi, je dis toujours que je suis un miraculé, je suis un chanceux du métier, parce que moi, j'ai vu devant moi des choses que vous n'imaginez même pas. On m'a tout proposé.
On m'a tout proposé. Je n'ai jamais fumé une cigarette. J'ai jamais tiré sur un joint. J'ai jamais bu une goutte d'alcool. Et pourtant, je peux vous dire que c'était sur la table devant moi tous les jours, tout le temps. C'était quoi, force de caractère et... La peur. Parce que j'ai même pas envie de dire éducation, parce que ton frère a reçu la même éducation que toi. Donc C'était la peur. C'était la peur justement parce que moi j'ai vu mon frère à la morgue. J'ai vu dans l'état dans lequel il était, la peur de décevoir, la peur de décevoir mes parents, la peur de décevoir Dieu, et surtout la peur de ne pas me contrôler. Je supporte pas être hors contrôle. Il faut toujours que j'ai le contrôle de moi en fait. Et tout ça, ça fait que... Et je pense aussi un peu de chance aussi, parce que voilà, il faut avoir une certaine force de caractère. Mais voilà. Et aujourd'hui, je le dis, je suis un miraculé, parce que de ce que j'ai vu, vous vous rendez pas compte. Ouais, en effet, franchement, en tout cas, on peut imaginer à travers ton discours qui est très inspirant et j'espère que tous ceux qui nous écoutent prennent des notes parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir dans ce que tu dis ce soir. J'aimerais, avant qu'on passe à la performance live, parce que ce soir, tu vas nous interpréter un morceau en exclusivité, ça sera dans quelques instants. Moi, j'aimerais bien parler un petit peu de l'aspect financier parce que tout à l'heure, tu as dit quelque chose d'intéressant avec les maisons de disques qui, elles, avant, avaient besoin des fermer les portes et puis aujourd'hui, le rôle, c'est un petit peu inversé. À l'époque, est-ce que financièrement, tu pouvais te retrouver avec ta musique? Est-ce que toi, tu as fait? Me retrouver comment? Financièrement? Ben oui. Tu sais, quand on parle de vente physique, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de streaming. Donc c'est vente physique. Donc tout était contrôlé, l'argent était là. Et la maison de disques, elle prenait quel pourcentage? T'étais où toi d'ailleurs à l'époque? Est-ce que moi j'étais auteur. Okay. Donc j'étais auteur et du coup j'avais tous les droits d'auteur. Les droits d'auteur c'était phénoménal. Hein. Oui, parce qu'en plus tu passes en radio, en télé. En télé. Alors le pire c'était à la télé. Il faut savoir qu'il y avait par exemple, on va dire sur 10 chaînes, il y avait 8 prime time. Okay. Donc je passais sur France 1, France 2, France 3. La SACEM était comme aujourd'hui, ils étaient aussi présents. Ça a la même fonction. Tous les 6 mois on te verse ton argent, ils sont présents, tu reçois ton pognon et c'est cash. Et ce qu'il y a, c'est que voilà, on parle de vente physique, donc c'est des vraies ventes. Et j'avais droit d'auteur, j'avais les droits de... Interprète alors interprète, j'avais les cachets de scène, je vous ai dit 3 plateaux par jour. Ah ouais. Les gars, quand je vous dis, j'étais le premier millionnaire du rap français. Incroyable. J'étais le premier. Et t'étais signé en quoi? C'était quoi ton contrat avec la maison de disques? Alors c'était un label indépendant. Ok. Et ensuite, voilà, on a eu plein de propositions de boîtes qui voulaient nous racheter, comme Sony et tout ça, mais les producteurs ne voulaient pas trop nous revendre. Et du coup, moi, j'avais un contrat d'artiste. Voilà, j'étais gérant de la société Benny B SRL à l'époque. Et voilà. Donc en fait aujourd'hui les contrats d'artistes à 10%, toi t'as pas connu ça quoi, où l'artiste ne prend que 10% de ce qu'il fait. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'avais fait une promesse à mes parents quand j'étais très gamin. Et mes premiers cachets en tout cas, de droits d'auteur, j'ai acheté une maison à mes parents en fait. Donc on avait quitté Molenbeek en 1991 pour aller vivre à Ouémel. J'avais acheté une maison parce qu'on louait toujours des maisons, on était une grande famille. Et donc j'avais acheté une maison à mes parents. Et ça, c'était mon premier cachet. Ensuite, c'était la folie dans les voitures. Hein. J'ai eu plusieurs voitures. Tu t'es fait plaisir. Je me suis fait plaisir vraiment. C'était quoi ta plus grande folie que tu t'es fait, ton plus grand plaisir que tu t'es accordé? Ouais, j'ai fait plein. Enfin, la folie, c'était les voitures. J'ai eu une voiture incroyable. Je suis un fan des années 50 et des voitures américaines. Donc, à l'époque, à 20 ans, si tu voyais un arabe en casquette qui roulait dans une Dodge de 1947 convertible, c'est-à-dire décapotable, rouge, qui faisait 6 mètres, c'était moi. Quoi. Alors quand t'avais les vieux papis qui avaient collectionné toute sa vie, sa pension pour se payer la dernière Porsche et qui s'arrêtaient au feu rouge et qui me voyaient moi en t-shirt Michael Jordan et casquette Bulls dans cette voiture-là, ils croyaient que c'était il y avait un problème dans la matrice. Ouais, donc toi ton petit plaisir c'était les voitures. Quoi. Il a d'abord pensé aux parents et puis il s'est fait plaisir. Il y a eu les vêtements aussi. Il faut savoir que je viens d'une époque où j'ai économisé 1 an pour me payer une seule paire de baskets et du jour au lendemain, en 2 minutes, je me payais tout le magasin. Et il y a aussi une différence entre l'époque et aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait de l'argent, on veut des trucs Gucci, LV et tout. Votre époque, c'était pas ça. Vous vouliez des Jordan. Il faut aussi mettre dans le contexte. Notre époque, le sport, c'était le basket. Ouais. Aujourd'hui, le sport, c'est le foot. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, on voit des Paris Saint-Germain, enfin tout ça sur les vêtements des trucs. Même si je trouve ça moins beau parce que c'est souvent très très collé au corps. Et nous à l'époque le basket c'était très baggy. Et puis même à part ça, je veux dire, on est tous, enfin moi je veux dire il n'y a pas photo. Je veux dire quand je regarde les baskets de l'époque que je portais, qu'il y avait dans les magasins en Belgique, c'est bien simple. La Belgique en 1980
1990, c'était les États-Unis. On avait des On paires était de en avance, baskets. en fait. C'était un truc de malade. On avait des baskets que vous vous imaginez même pas. C'est un truc de malade. D'ailleurs, il y a une vidéo qu'on voit sur Internet où on vous voit. C'était pas Foot Locker, c'était avant que ça devienne Foot Locker. Il y a un mur derrière moi. Rien que le mur de basket, si vous calculez, si vous totalisez le nombre par les collectionneurs, on frise les 100 000 euros. C'est un truc de malade. Et aujourd'hui, moi, j'entre dans un magasin, je peux rien acheter comme basket parce qu'il y a rien qui me plaît. Je suis obligé d'aller dans les collectors pour aller chercher des marques de l'époque comme Troop, British Knight, LA Gear. C'est des baskets. Voilà, qui se portait, qui pèse 2 kilos la basket. C'est ça que je peux mettre. Moi, tout ce qui est basket requin et tout ça, Montre un peu ta paire là. Alors là, oui, ça c'est old school, ça c'est Adidas Campus. Oui, là, je fais la pub à la radio, je suis désolé. Mais non, t'inquiète. On va dire Nike et Puma, voilà. On les a tous dit. Et du coup, moi je suis très très old school. Ouais. Ça, c'est un truc qu'on m'enlèvera pas. On t'enlèvera pas. Non, et puis le old school revient, on le disait. Il revient, ouais. D'ailleurs, je vois les baggy. Je me suis promené là récemment à Rue Neuve. J'ai vu tout le monde en pas de def, les jeans pas de def et tout ça. Et c'est bien, ça fait plaisir. Mais en même temps, ouais, parce qu'à un moment donné, c'était quand même assez. Voilà, j'étais perdu avec les longs cheveux, les sacoches et les guines. Je me demandais où on allait. Pour les mecs, je parle. Ouais. Et là, ça va, ça commence à revenir tranquille. Vous me rassurez, les gars, c'est bien. Mais c'est une boucle, tu vas voir, et après les guines, ils vont revenir, t'inquiète. C'est toujours une boucle. Je serais mort. Benny B, tu arrives, ce soir tu nous présentes aussi un morceau en total exclu. Tu peux me parler un peu de ce morceau? Alors, ce morceau, en fait, je l'ai écrit il y a un petit temps et je voulais absolument vite le terminer parce que je faisais votre émission et que vous me faisiez hommage, on fait hommage au hip-hop, mais aussi pour le sortir. C'est un titre, que... Je parle de l'époque, j'avais envie de rendre hommage à mes amis, j'avais envie que, entre autres, le public qui va l'écouter, mais surtout tous ceux qui me connaissent et tous ceux qui ont vécu avec moi, que j'ai perdu de vue, j'ai envie qu'ils ferment leurs yeux et qu'ils écoutent ce titre-là et qu'ils se rappellent le temps qu'on a passé, parce que il y a des gens que je devrais remercier, d'ailleurs je les remercie tous, parce que ce sont ceux qui sont restés dans l'ombre en fait. Et ceux qui sont restés dans l'ombre, il faut savoir que quand on vient d'un quartier, quand on vient d'une bande, il y a ceux qui sont mis en avant et puis il y a ceux qui sont derrière. Et ceux qui sont derrière ne sont pas forcément des acteurs de la danse ou du hip-hop ou du graphe. Ça peut être même quelqu'un qui faisait rien, mais qui était derrière vous, qui était là juste pour vous supporter, pour vous protéger. Et on a tous connu ça. À l'époque, on appelait ça les dreri, tu vois. et moi, j'en connais plein qui étaient là et qui venaient pas pour danser, qui venaient pour te protéger au cas où, on sait jamais, parce qu'on allait dans un quartier rival et tout ça, mais aussi par tous les artistes qu'il y a eu, qui ont dansé, qui ont contribué à l'évolution du hip-hop et du rap, parce que ce serait prétentieux de dire aux gens qu'aujourd'hui, le rap, il est là grâce à moi. Non, il est grâce à des gens que vous ne connaissez pas, mais moi que j'ai connu, et moi aussi je suis là grâce à eux, parce que sans eux j'aurais pas été là en fait. Et j'ai envie de leur rendre hommage, j'avais envie de leur rendre hommage, j'ai écrit ce texte là en fait. Tous ceux qui sont restés dans l'ombre pour que toi tu puisses entrer dans la lumière. Exactement. Et qui ont amené leur pierre à l'édifice, et je trouve que c'est très beau de leur rendre hommage. Le morceau s'appelle Je me souviens. Ça s'appelle Je me souviens. Alors je viens de terminer le texte, je vais prendre mon portable pour pouvoir, je vais faire comme la nouvelle génération d'ailleurs. Voilà, là tu vois, on sent que tu t'adaptes à ton temps. Je me dis c'est facile, avant il fallait absolument l'apprendre par cœur. Maintenant je me dis c'est facile, on peut venir avec son portable. Mais voilà. Mais en tout cas, je vais le faire avec beaucoup d'émotion. Je vais essayer de le faire sans me tromper déjà. Et puis voilà. Mais fermez les yeux. Imaginez-vous en 1990 et kiffez. Franchement, c'est ce qu'on va faire. Moi, je vais fermer les yeux. Chez vous, fermez les yeux. Profitez de ce moment. Benny B nous offre en exclusivité ce morceau Je me souviens, où il rend hommage à tous ceux qui sont restés dans l'ombre, mais qui ont participé à ce que ce mouvement devienne ce qu'il est aujourd'hui. Pas que la danse, c'est aussi toute une époque en fait. Oui, toute une époque à laquelle il rend hommage ce soir avec ce morceau. C'est parti. Tu veux encore plus de Rapology? Retrouve-nous aussi sur Spotify et Deezer avec Queenie. C'est un morceau plein d'émotions. Ouais, tu m'as mis les frissons. Et toi aussi, t'as les émotions. Mais c'est vrai que on sent vraiment tout le cœur que t'as mis dans ce morceau. Ouais. Et on le ressent en fait dans ta manière même de le poser, dans ce que tu racontes. C'est ça ma vie en fait. C'est ça. Dans ce texte, en fait, j'ai réussi à mettre le doigt sur quelque chose qui me tenait à cœur en fait. Qui te tenait à cœur. C'est incroyable. Applaudissements s'il te plaît, Barclay. C'est... C'est tous ceux qui ont été là pour toi, toutes ces belles années. Tous ceux qui ont disparu, tous ceux qui sont encore là.
Et puis voilà, je voulais leur rendre hommage. Et puis toutes ces belles années que tu as vécues aussi, tu parles des nanas que tu as draguées, des soirées que tu as fait, des moments de galère, de ce que tu as fait pour tes parents Exactement. aussi. J'ai l'impression que c'est un petit peu un récap de toute ton histoire jusqu'à aujourd'hui. Enfin, comme un point final tu sais, la boucle, elle est bouclée en fait, quelque part. C'est en même temps une espèce de manière de me dire, écoute Ben, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe après, t'as fait ce qu'il fallait. Voilà, je voulais juste me rassurer et puis me rendre compte au fait que j'avais vraiment vécu une belle vie. Si elle devait s'arrêter, j'avais aucun regret. Et si je devais le refaire, je le referais vraiment les yeux fermés. C'est trop beau. Franchement, c'est un moment, j'en ai même les larmes aux yeux. On va pleurer tous ensemble ce soir dans l'émission, mais c'est vraiment un très bon moment. Merci d'avoir partagé ce morceau avec nous en exclusivité. Aujourd'hui, on arrive aussi à un moment de ta vie où j'ai l'impression que tu passes le flambeau parce que ton fils, lui aussi, veut se lancer dans la musique. Exactement, et il est vraiment talentueux. Après, je le dis en tant que père, mais j'ai un peu d'expérience aussi pour savoir que je le dis pas comme ça, juste par amour. Il a vraiment du talent et voilà, je l'encourage. Et s'il pouvait ne fût-ce que vivre que 10% de ce que j'ai vécu, voilà, je serais content. Mais vraiment, je lui souhaite. Il a beaucoup de talent. J'espère que vraiment qu'il va réussir. Je souhaite qu'il va pas tomber dans le piège, qu'il va être aimé, qu'il va être respecté. Je lui dis que c'est pas une priorité. Je lui dis que la vie c'est pas seulement la musique. Que moi, je me suis arrêté, que j'ai arrêté un moment pour travailler, que j'ai travaillé avant, que j'ai travaillé après. Et que la musique c'est pas une finalité, que si jamais il réussissait comme moi, que la chose qu'il devait essayer de faire c'était de perdurer, parce que malgré tout ce qu'on a parlé tout à l'heure des titres et de l'argent et de tout ce que j'ai pu vivre, je pense que le plus beau cadeau c'est que 35 ans après je suis encore là. Je suis encore là à faire des radios. Je suis encore là à monter sur scène, à chanter devant 5-6 000 personnes, parfois 50 000 personnes. Je fais des tournées, je fais la tournée des Zéniths. Donc je me l'explique pas. Je me l'explique pas et en même temps, quand les gamins me posent des questions, je sais pas, j'ai pas la solution, j'ai pas la réponse. La seule chose que je peux dire, c'est que j'ai été authentique. Depuis le début, j'étais vrai, j'étais moi-même. Et c'est peut-être ça, en fait, qui a marché. C'est peut-être ça qui a fonctionné. Aujourd'hui, les gamins, ils racontent beaucoup d'histoires, mais qu'ils ne les représentent pas. Il y a beaucoup de fakes dans les trucs, parce qu'ils pensent qu'ils ont besoin de ça pour faire le buzz. Mais je pense que les histoires les plus vraies, ce sont celles qui durent le plus longtemps, en fait. Et en fait, mon histoire, elle est tellement authentique et tellement vraie que tous ceux qui ont essayé de me dénigrer n'ont pas réussi. Parce que finalement, la vérité, elle tient toujours, et c'est ce qui tient le plus longtemps, en fait. Et franchement, c'est un beau message que tu passes à toute cette génération qui nous écoute aussi. C'est n'essayez pas d'être ce que vous n'êtes pas, juste soyez vous-même. Exactement. Et ça durera plus longtemps. Voilà. Il faut être sincère avec soi-même et sincère avec son public. Merci pour ton authenticité. Avec plaisir. Merci pour ce partage. C'était vraiment un moment incroyable. Je te remercie parce que tu nous as fait honneur. Je pense que tu es un grand dans la musique. Tu es un grand de par aussi ta personne. Tu es aussi une bonne personne. Et c'était vraiment un honneur de t'avoir avec nous ce soir. C'est gentil, merci. L'émission n'est pas terminée parce que ce soir, tu nous présentes la jeune génération. Voilà, c'était ça. Voilà. Je vous remercie d'ailleurs de m'avoir donné cette opportunité. Aujourd'hui, quand on m'a demandé qui je voulais faire venir, évidemment, j'ai tout de suite pensé à mon fils et à toute sa bande. J'ai évidemment contacté d'autres personnes qui n'ont pas pu venir pour diverses raisons. Et j'ai aussi demandé à un ami de longue date qui est de la génération juste après moi, mais qui a beaucoup de respect pour moi et qui, du coup, moi j'ai beaucoup de respect pour lui. J'ai vu son évolution aussi. Il est là d'ailleurs, il n'est pas venu seul. Mais voilà, et cette nouvelle génération, j'ai envie de leur donner cette chance parce que ça me rappelle la première fois que je suis passé à la radio, la première fois qu'on m'a donné un micro, la première fois que j'ai pu m'exprimer. Et voilà, j'avais vraiment envie qu'eux puissent passer par là, et j'avais envie de les voir parce qu'à travers eux, à travers ce qu'ils vont faire, je vais retrouver en fait, je vais me retrouver moi en fait. Oui. Je vais me revoir moi quand j'avais cette rage, cette niaque, il y a 35 ans, parce que voilà, c'est trop vite passé quoi. C'est passé trop vite. Dingue, c'est incroyable. Voilà, aujourd'hui, les gens ne savent pas peut-être quel âge j'ai, mais j'ai 55 ans et t'es bien conservé, hein, tu merci, les fais c'est pas. gentil. Et je pense que c'est le plus beau cadeau pour un artiste, c'est de pouvoir aller très très loin. Et voilà, moi je me lève aujourd'hui, quand je me lève le matin pour aller prendre le train ou l'avion pour aller faire un show ou une scène, c'est la plus belle chose au monde. Je vais dire, je vais avec le sourire. Et ça, c'est un truc qui n'est pas... C'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. Qui n'est pas donnée à tout le monde. Et je bénis, je remercie le Seigneur, je remercie mes parents, je remercie la vie pour tout ça.
Eh ben nous, franchement, c'est toi qu'on remercie d'avoir partagé Avec tout ça plaisir. avec nous. Tu veux encore plus de Rapology? Ça se passe sur les TikTok, Insta, Snap, Face, Twitter. N'hésite pas à nous suivre.